L'évolution de la technologie a permis aux jeux vidéo d'être plus permissifs, d'offrir de plus en plus de possibilités aux joueurs, sauf que ces possibilités, elles sont déterminées par quelqu'un d'autre et nous met face à un constat. Même quand on nous dit que nous avons le choix, nous n'avons que l'illusion du choix. Ouais, je vous ai laissé la semaine dernière sur une réplique qui semble pleine de mystère et de philosophie, alors qu'en réalité c'est quelque chose d'évident, mais qu'on peut avoir tendance à oublier. Quand vous regardez une série ou un film, lisez un livre, assistez à une pièce de théâtre ou jouez à un jeu vidéo, vous vous retrouvez en face d'une création venant de quelqu'un d'autre, une création faite en respectant les spécificités de son média, mais surtout avec une idée précise. Quand on crée, on le fait avec une idée, un but, une volonté qui va transparaître dans notre œuvre, et tout cela se retranscrit dans les décisions prises par le créateur de cette œuvre. Les personnages, aussi bien leur caractère que leur design, l'environnement dans lequel évolue l'histoire, le rythme auquel cette histoire évolue, tout cela sert à transmettre quelque chose de la part du créateur, et son plus grand défi est de vous donner l'illusion que tout cela est réel. Sauf que ça fonctionne pas toujours. Bienvenue dans ce storytelling sur la linéarité dans le jeu vidéo, dernière partie. Le choix dans le jeu vidéo n'existe pas. Yop, vous m'avez bien entendu, vous n'avez jamais le choix dans le jeu vidéo, ou pour être plus précis, vous êtes limité dans vos choix. Alors, je vous vois venir, mais enfin Ellie, c'est normal, c'est un jeu vidéo, c'est un produit fini, et oui, c'est un produit fini, ce qui veut dire que tous les choix qu'on vous donne, toutes les options qui s'offrent à vous ont été prévues à l'avance par l'équipe de développement, et ils ont juste réussi à vous plonger dans une ambiance où vous avez oublié que tout était prévu. Reprenons un des exemples de la dernière vidéo avec Breath of the Wild. Une fois réveillé, Link sort du temple de la Renaissance et découvre l'Hyrule qu'il va devoir sauver, l'amenant donc à voyager dans ce monde ouvert et plein de possibilités. Et si le joueur n'avait pas envie de voyager, décidait de retourner dans le temple pour dormir à nouveau? C'est débile, je sais, mais est-ce que le jeu vous le permettrait, quitte à vous donner une mauvaise fin? Ici, ce n'est pas le cas, et c'est un exemple montrant que le jeu vidéo, aussi libre qu'il essaie de l'être, est forcé de limiter ses options pour une raison simple dont j'ai déjà parlé, être humainement faisable. Posons-nous 2 minutes et imaginons que je crée un jeu vidéo avec une carte de la taille de la planète Terre et une géopolitique similaire, une création de personnages tellement poussée que vous pouvez créer n'importe quel être humain ayant existé, existant ou qui va exister, l'IA de tous les PNJ est parfaite et reproduit sans faute des réactions humaines et vous pouvez vivre la vie de votre personnage comme vous l'entendez. Est-ce que ça sonne comme un projet qui semble ne serait-ce que réalisable à l'échelle humaine? Si vous avez dit oui, vous êtes sacrément optimiste, sinon vous comprenez que poser des limites est ce qui nous permet d'avoir des jeux vidéo. J'insiste là-dessus, je ne dis que des choses qui sont évidentes depuis tout à l'heure, ou que je pense être évidentes, et ne tente pas de faire croire que j'ai découvert quelque chose de révolutionnaire, car mon véritable objectif ici est d'amener une dernière question. Pourquoi est-ce que des jeux ayant un fonctionnement profondément similaire ont-ils des retours différents du public? Désolé pour ceux qui aiment pas Final Fantasy, on va encore en parler. Un exemple marquant de cela est l'opposition entre Final Fantasy X et Final Fantasy XIII, le premier étant adulé et considéré comme un des meilleurs Final Fantasy jamais fait auparavant, un véritable chef-d'œuvre, tandis que le second est littéralement vu comme le mouton noir de la série, un épisode maudit, parce que le nombre 13, logique, qui n'a rien à sauver et qui n'aurait jamais dû exister, alors que pourtant ils sont très similaires. Les deux jeux nous plongent dans une histoire linéaire, avec un thème central similaire d'ailleurs, qui est celui de la religion et ses dérives liées au fanatisme, avec un système d'exploration en couloir, cette histoire étant segmentée par des événements marquants qui servent à la chapitrer, et avec un gameplay au tour par tour. C'est débattable pour FF13, mais je fais au plus simple et c'est pas le sujet. Et un système d'évolution qui suit un arbre de compétences. Pourquoi l'un est considéré comme un pilier de la saga et l'autre comme celui à éviter comme la peste? Je ne vais pas faire comme si FF13 n'avait pas des problèmes liés à son histoire mal organisée, et notamment le fait que lire l'onglet dossier est impératif pour comprendre l'entièreté du scénario. Mais est-ce que ce défaut suffit à dire que ce jeu est vraiment mauvais? Pas du tout. Et si le défaut du couloir revient souvent pour lui alors que c'était pas le cas pour FF10, je pense que ça s'explique par le fait que FF10 a réussi à faire oublier le côté couloir de son univers, ou en tout cas le rendre agréable. Dans FF10, le fait d'avancer est motivé par le pèlerinage de Yuna qui doit visiter les différents temples de Spira pour devenir plus forte avant d'atteindre Zanarkand, lieu où elle obtiendra le pouvoir de l'ultime chimère qui servira à vaincre Sin et amener une nouvelle félicité sur le monde. Ici, le côté couloir fait sens car la route de Yuna et son groupe est toute tracée, mais ce voyage est aussi plein de rencontres avec différents personnages qui vont interagir avec le groupe, la majorité soutenant le pèlerinage de l'invocatrice et le rendant donc particulièrement vivant avec une sensation d'accomplissement au fur et à mesure qu'on avance. Dans FF13, nos personnages se retrouvent marqués par une entité ennemie à leur monde d'origine et leur donne une tâche nébuleuse à réaliser dans un laps de temps indéterminé et qui mènera à leur mort dans les deux cas. Réussir et être changé en cristal pour toujours ou échouer et transformé en monstre zombie, j'appelle ça mourir perso. De ce fait, ils deviennent des ennemis à abattre car susceptibles d'amener le chaos et se retrouvent à fuir le corps armé, éviter tout passage dans des grandes villes ainsi que d'entrer en contact avec des civils car cela pourrait s'avérer risqué pour ces derniers. Selon moi, c'est le principal point qui sépare les deux jeux dans leur narration. L'un nous entoure de bienveillance et crée une ambiance dans laquelle nous sommes motivés à l'idée d'avancer, ambiance qui va évoluer au fur et à mesure de l'histoire et des révélations amenées, tandis que l'autre est beaucoup plus froid et cru, nous mettant face au fait que nous n'avons plus aucun allié si ce n'est notre équipe, et cette dernière est des plus fragiles car tous ses membres ont une vision différente de la situation, expliquant d'ailleurs la fragmentation de celle-ci dans les chapitres 3 et 4. Les deux jeux sont, dans l'évolution de leur narration et histoire, deux faces d'une même pièce car ils commencent sur des dynamiques totalement opposées pour finalement se diriger l'un vers l'autre et arriver sur des fins similaires qui vont briser le statu quo de l'univers établi depuis bien longtemps. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Simplement au fait que le tour de force d'un jeu vidéo n'est pas d'être une prouesse technique, de raconter une histoire inédite ou de proposer le gameplay le plus challengeant qui soit, mais
de vous immerger, ne serait-ce que pour quelques minutes, dans un univers fictif où vous prenez du plaisir, et ça passe par les deux choses dont je vous ai déjà parlé, créer une diégèse cohérente et vous donner l'illusion d'avoir plein de possibilités. Et je souhaite finir en vous parlant de deux jeux, un qui fait ça bien et l'autre qui le fait mal. Nier Automata est un jeu au déroulement particulier, car vous jouez le jeu deux fois, une première fois en jouant 2B et une deuxième fois en jouant 9S, avant de finalement jouer un dernier segment d'histoire où vous pouvez avoir 3 fins possibles, menant donc le jeu à un total théorique de 5 fins, sauf que son créateur, Yoko Taro, est un énorme troll, et ce n'est pas moins de 21 fins trolls qui sont récupérables en jeu, toutes cohérentes avec les choix ou résultats qui vont arriver à des moments clés du jeu ou non. Prendre une route plus longue que celle prévue au départ, manger un poisson alors que vous êtes un androïde, se rendre compte qu'un PNJ est attaquable et le tuer, il y en a plein, et bien qu'aucune d'elles ne soit canon, elles donnent la sensation que votre partie pourrait s'arrêter là, et c'est en ça qu'elles sont toutes géniales. Dans Shadow the Hedgehog, oh bordel. L'idée du jeu était que chaque niveau avait entre 2 et 3 missions, une mission héros et une mission dark, oui, dark, cherchez pas, c'est trop dark, avec parfois une mission neutre, et selon la mission jouée, chaque niveau pouvait amener à une de ces 3 fins, héros, dark ou neutre. Ces fins vous mèneront à un niveau différent, où le même procédé va se répéter jusqu'à atteindre une des 10 fins possibles pour Shadow, et bah c'est un excellent concept. L'idée de base est très bonne, car elle permet de définir le personnage perdu qu'est Shadow, et qui ne sait pas à qui il peut ou ne peut pas faire confiance, sauf que le jeu est moyen dans l'ensemble, ça se joue, c'est déjà ça, vu la période de la franchise Sonic à sa sortie. Certaines fins sont vraiment mal amenées, et surtout, elles ne servent à rien vu qu'il y a une vraie fin. Ouais, le jeu a en réalité une seule fin légitime qui se débloque en obtenant les 10 premières, et ça c'est un énorme problème d'écriture car ça encadre tout ce qui a été fait auparavant, ce qui est vraiment dommage vu que, encore une fois, le concept de base était vraiment bon et fonctionnait parfaitement avec le personnage complexe qu'est Shadow. Si au moins cette vraie fin était amenée et teasée par des petits éléments ajoutés lorsqu'on refait une run et justifiés au début de celle-ci, ça aurait pu être intéressant, mais non. Ici, tu débloques chaque fin pour remplir une condition qui te donne la vraie fin, ce qui est très triste. J'ai commencé mon travail de fin d'études et cette trilogie de vidéos en voulant comprendre pourquoi le fait d'être un couloir pouvait être un défaut. Et au fur et à mesure de mon travail, j'ai compris quelque chose que je considère comme très important. Les qualités et les défauts d'un jeu ne sont pas si importants. Oui, un jeu avec une maniabilité aux petits oignons est plus agréable en main et permet de toucher un plus grand nombre de joueurs, mais avoir un gameplay plus rigide et qui va pousser les gens à s'améliorer dans la maîtrise de ce dernier donne aussi une certaine satisfaction. Suffit de voir les jeux From Software. Et cette constatation s'applique à toute œuvre existante. Est-ce que les films populaires et qui ramènent le plus d'argent sont forcément les meilleurs techniquement? Est-ce que les séries qui durent 15 saisons sont les meilleures de tous les temps? Est-ce que les jeux qui se vendent en millions d'exemplaires chaque année révolutionnent à chaque fois le média? La réponse à tout cela est non. Ils ont juste trouvé leur public et raisonnent avec ce dernier, leur offrant une expérience qui leur plaît et qui ne voudraient changer pour rien au monde. J'ai parlé d'œuvres que je n'ai pas aimées ou que je n'ai pas forcément trouvées bonnes ou agréables, mais je n'ai dénigré aucune d'entre elles, car il y a des gens qui aiment profondément ces œuvres. Si jamais vous voulez une conclusion simple, la voici. Ne perdez pas votre temps à dénigrer des œuvres qui ne vous touchent pas. Passez-le plutôt à apprécier et chérir les œuvres que vous aimez.